Bonjour et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints sur notre webinaire dédié aujourd'hui à la roadmap digitale. Nous allons voir ensemble comment prioriser votre feuille de route et fédérer vos équipes grâce au Story Map. Alors, pour des raisons techniques et logistiques, ce webinaire a été enregistré il y a quelques jours, mais nous sommes bien connectés pour répondre à toutes vos questions dans le chat en direct et cela à tout moment de la présentation. Je vais commencer par me présenter. Je suis Yael, directrice de projet. Cela fait 8 ans que je fais partie de l'équipe Calliope. Aujourd'hui, mon rôle est d'accompagner les équipes dans la mise en œuvre d'un produit, depuis sa phase de conception à sa phase de réalisation. Je reste un support également pour l'équipe en termes d'organisation agile et de méthodologie. Je suis également responsable de la tenue de nos engagements sur le plan organisationnel, sur le respect du planning, mais encore du budget. Je suis accompagnée aujourd'hui de Chloé, que je vais laisser se présenter. Bonjour, et oui, moi c'est Chloé et je suis à Calliope depuis à peu près 15 ans. J'ai commencé comme développeur front-end et aujourd'hui j'ai le rôle de Proxy Product Owner pour accompagner en fait nos clients et toute l'équipe produit pour garantir une expérience utilisateur qui est performante et inclusive. Inclusive parce que je suis attachée au sujet de l'éco-conception, de l'accessibilité et RGPD. Concrètement, au quotidien, j'aide à la rédaction des user stories, à la priorisation du backlog produit et à définir le release plan. En tant que développeur front-end, je conçois et je développe aussi des design systems dans Storybook ou Histoire, par exemple. On va présenter aussi rapidement Calliope. Donc, en fait, à Calliope, on est organisé vraiment pour accompagner nos clients dans la durée, pendant toutes les étapes d'un projet, toutes les phases du produit, depuis la phase discovery, de découverte, en fait, de cadrage, à la phase delivery, où vraiment on va produire et délivrer le produit, jusqu'à l'hypercare, qui est en fait la phase de maintenance et d'évolution pour accompagner dans la croissance les projets. On met notre expertise conseil, UX, tech au service des produits pour apporter de la valeur dans les domaines du e-commerce, du cloud, de l'AI, de la data, de la mobilité, de l'expérience, etc. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus, peu importe où vous en êtes dans votre projet. On sera content de vous conseiller. Et je pense que c'est bon pour cette présentation. On va pouvoir passer au sommaire. Yael, je te laisse présenter. Merci Chloé. Donc, voilà comment ça va se dérouler notre webinaire. Dans un premier temps, on va remettre le Story Map dans son contexte. On va ensuite voir comment réussir cet atelier. Et enfin, nous vous partagerons des retours d'expérience sur le sujet. Alors, Chloé, on a souvent des clients qui ont de super bonnes idées d'innovation pour soit refondre leurs produits, soit pour en créer un nouveau. Mais souvent, ils ne savent pas trop comment s'y prendre et comment procéder. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre? Alors oui, tu as raison, en fait, nos clients, comme tu dis, ils arrivent avec des projets très intéressants et nous, on est très enthousiastes à l'idée de travailler ensemble. Et ça arrive souvent, par contre, qu'on nous demande tout de suite de répondre budget, planification, de lancer des développements. Et nous, on n'a pas encore assez d'éléments pour ça. On ne peut pas se lancer dans l'opérationnel tout de suite parce qu'il faut savoir que 70% des projets de transformation digitale échouent à atteindre leurs objectifs. Et il y a des raisons à cela, en fait. Souvent, le problème vient du fait qu'on fait passer le technique, l'opérationnel avant l'humain. En fait, les principales causes de ces échecs, on les connaît, on va pouvoir les lister. La première, ça va être lorsqu'on va manquer d'une vision claire. Si on ne sait pas pourquoi on fait le produit, dans quelle direction on va, on a toutes les chances d'échouer. À cela, ça va s'ajouter en fait un manque de stratégie. Pareil, on a besoin de définir des objectifs à court, à moyen, à long terme, tout simplement pour savoir si on les a atteints. Un problème aussi récurrent qui va arriver, c'est lorsqu'on ne connaît pas bien ses utilisateurs. C'est très important de connaître les besoins des utilisateurs parce que sinon, on risque d'avoir un besoin qui ne va pas être assez clair. Un besoin qui n'est pas assez clair, ça peut être un besoin flou parce qu'on ne l'a pas encore défini, mais ça peut être aussi un besoin qui est précis, mais qui ne répond pas aux attentes utilisateurs. Et ça sera aussi un échec. On va souvent rencontrer des problèmes d'organisation, surtout si on n'a pas de vision et de stratégie claire partagée. Nous, ça nous arrive, par exemple, d'avoir
des clients qui, en fait, veulent refaire un site et en profiter pour le moderniser, entamer, en fait, une transformation digitale de leurs outils de communication. Mais en fait, derrière, en termes d'organisation, les équipes ne sont pas encore organisées pour cette transformation digitale. Et on va se heurter à des problèmes, en fait, d'organisation interne. Le principal conséquence, c'est qu'on va avoir des équipes qui ne vont pas être alignées. On peut très bien aussi lancer des projets, par exemple, avec une équipe com, une équipe SI, qui ne vont pas avoir les mêmes objectifs et la même stratégie derrière. On va avoir du coup un manque d'adhésion au produit et on ne va pas construire le même produit, ce qui fera encore qu'on échouera en fait à atteindre les objectifs. Et tout ça, ça va forcément entraîner souvent une mauvaise communication, une mauvaise collaboration, qui vont vraiment être un frein au quotidien pour la réussite du projet. Alors, ça peut faire peur comme ça. On peut se dire, mon Dieu, tout ça, on va forcément échouer, mais pas du tout, parce que, évidemment, il y a des solutions. Si on présente des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. Et nous, ce qu'on propose, en fait, à Calliope, c'est une phase de discovery, ce qu'on appelle la phase de discovery, c'est-à-dire de découverte, un peu de cadrage du projet, où, en fait, c'est une phase pendant laquelle on va faire des recherches utilisateurs, on va identifier les opportunités, on va définir une stratégie. Et à la fin de cette phase, une fois qu'on aura appris, qu'on aura comblé en fait nos lacunes, on va pouvoir réaliser un atelier de story map qui va nous permettre de déterminer notre feuille de route pour la phase de delivery et pour pouvoir entrer en production. Tu peux nous en dire plus du coup sur le story map ? Alors oui, bien sûr. Alors story map, si on veut donner une définition comme ça, être assez théorique, on va dire que dans l'approche agile, c'est un atelier qui permet de structurer, de prioriser les fonctionnalités d'un produit, mais des fonctionnalités qui répondent à un besoin utilisateur. Ce n'est pas une liste de fonctionnalités qu'on va donner à développer. Il faut vraiment que ce soit des besoins utilisateurs. Donc concrètement, pendant l'atelier en fait, de Story Map, on va se mettre dans la peau de nos utilisateurs et on va raconter l'histoire de notre produit. Par exemple, on va dire en tant que client de ma banque, je veux pouvoir consulter mon solde de compte, ou en tant que client d'un hôtel, je veux pouvoir choisir mes dates de réservation. Donc, on va raconter comme ça, fonctionnalité par fonctionnalité, toutes les petites histoires qui vont constituer notre produit. Et ces petits récits s'appellent des US, ou User Story. C'est un terme qu'on va retrouver tout au long du projet. Et il faut savoir aussi que c'est un atelier pluridisciplinaire. Cette histoire, on va la raconter à plusieurs. C'est l'occasion pour l'équipe vraiment de se retrouver et de co-concevoir le produit ensemble. Et ça va être un produit qu'on va vouloir désirable. Toute l'équipe va raconter l'histoire qu'il a envie pour ce produit, mais aussi, comme il y aura tous les acteurs autour de la table, ce sera un produit qu'on va vouloir réaliste et qu'on va vouloir apporter de la valeur. Donc, on peut dire que c'est une approche qui est centrée sur l'utilisateur, qui est chronologique et qui est structurée. Voilà, ça, c'était pour la définition un peu théorique. Mais Yael, toi, tu vas nous en dire plus sur les avantages qu'on a avec cet atelier. Effectivement, les avantages, les objectifs, par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer, il faut garder en tête qu'en donnant vie au produit de cette façon, ça va permettre de partager le contexte aux équipes Calliope pendant la phase de cadrage. Tu en parlais tout à l'heure, grâce aux différents profils qui sont présents à l'atelier, on va pouvoir imaginer et co-construire le bon produit. On va pouvoir découper le besoin et identifier au plus tôt les risques et les dépendances qu'on va pouvoir rencontrer tout au long du projet. Le Story Map permet aussi de prioriser les fonctionnalités pour obtenir un MVP, c'est-à-dire le produit minimum viable. Le MVP, c'est la version minimale d'un produit avec les fonctionnalités les plus importantes et sans lesquelles celui-ci ne pourrait pas voir le jour. En faisant ça, on va pouvoir aligner la vision des parties prenantes et aussi avoir une vue d'ensemble sur le travail à réaliser via la constitution du backlog produit. Alors, maintenant qu'on a défini ce qu'était un story map, il s'agit de réussir à mener l'atelier. Chloé, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les points clés pour réussir notre story map ? Et oui, bien sûr. D'habitude, nous, on fait plutôt des story maps de produits digitaux.
Mais il faut voir que le story map peut s'utiliser dans plein de contextes. On peut s'en servir dans la gestion de projet, la résolution de problèmes, pour de l'innovation, bien sûr, ça aussi on en fait, pour organiser des événements. Vous pouvez faire un story map en famille pour organiser vos prochaines vacances, si vous voulez. Et là, nous, ensemble, on va faire un story map, 2 story maps. Donc, bienvenue dans Inception. Notre produit aujourd'hui, c'est la réussite du story map. Alors, on va faire ça, comme ça, on va pouvoir voir ensemble toutes les étapes et visualiser vraiment à quoi ressemble cet atelier. Donc là, merci à elle, tu nous as partagé un outil en fait de collaboration à distance parce que cet atelier peut se mener en présentiel mais aussi à distance, comme on va vous le montrer. Et du coup, hop, je rejoins moi aussi la présentation. Du coup, là, on va faire l'exercice dans Miro, qui est un outil qu'on apprécie beaucoup. En plus, là, on est sur une version gratuite avec un template de Story Map. On va vous présenter tout ça. Donc, vous pouvez vraiment reproduire et utiliser cet outil si vous voulez tester les Story Maps de votre côté, sans coût supplémentaire. Et voilà, donc ça, c'est pour la présentation de l'outil. On voit qu'il y a déjà des éléments dans le board. Ces éléments viennent avec le template. On les a remplis parce qu'un story map, en vrai, ça dure plusieurs heures. C'est un atelier collaboratif, on vous a dit, à plusieurs. Donc, nous, notre story map, on l'a fait avant ce webinar. Et on a fait le story map, on a collecté vraiment tous nos post-it. Et là, on va vous présenter une étape du story map qui est la restitution des post-it. Donc, Yael, qui va jouer notre product owner, va venir en fait présenter tous les post-it qui ont été identifiés. Et moi, je vais jouer l'animateur et positionner les post-it sur le board. Donc, voilà, on va vous expliquer tout ça étape par étape. Yael, il y a un premier groupe qui avait travaillé sur le parcours de préparation du story map. La première épique à identifier, c'était les prérequis. Du coup, quels sont les besoins qu'on a identifiés pour les prérequis pour préparer un story map? Alors, effectivement, en amont de cet atelier, on a parlé tout à l'heure de phase de discovery. Donc, il y a pas mal de prérequis qu'il va falloir avoir effectués pour pouvoir réaliser cet atelier. Donc, un des premiers prérequis, c'est qu'en tant que product manager, il faut avoir défini la stratégie du produit et l'avoir partagée aussi avec les équipes Calliope en amont pour que tout le monde l'ait en tête et soit aligné sur le sujet. Et en parallèle de cette stratégie, on réalise aussi fréquemment un atelier de vision produit. Donc, la vision produit, c'est important de l'avoir en tête tout au long du projet, mais aussi tout au long de l'atelier de Story Map. D'ailleurs, on voit qu'on l'a réaffiché, nous, au-dessus de notre Story Map pour pouvoir toujours s'y référer, notamment au moment de la priorisation des fonctionnalités. Voilà, donc c'est vraiment important de l'avoir défini en amont et pour que tout le monde soit aligné sur cette vision produit. En tant que product designer, il faut aussi que je puisse connaître mes utilisateurs, leurs profils, leurs besoins. Et pour ça, on en a parlé tout à l'heure, on va réaliser des recherches de personas en amont du story map pendant la phase de cadrage, justement pour pouvoir avoir un petit peu plus d'informations sur nos utilisateurs finaux. Et dans la foulée de cette action, il faut aussi qu'on puisse identifier les irritants et les problématiques de nos utilisateurs pour pouvoir justement ensuite identifier les fonctionnalités qui vont pouvoir adresser ces problèmes et ces irritants. En tant que manager, c'est bien quand même si j'arrive à l'atelier avec une idée du périmètre fonctionnel, qu'elle soit précise ou non, voilà, ce qui va permettre ensuite de la cartographier, de leur donner un peu plus efficacement dans l'atelier. Et en tant qu'animateur, je dois être habituée à ce type d'exercice avec une bonne capacité à fédérer pour faire vraiment du story map un atelier clé. Voilà. Donc, on va le voir justement par la suite. Oui, alors ça serait bien, on pourrait aussi imaginer d'autres sujets, mais là pour l'instant, on va continuer d'avancer. Qu'est-ce qui a été identifié comme préparation en termes d'organisation même de l'atelier? Alors, effectivement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le story map, c'est un atelier qui s'anticipe et qui se prépare. Premièrement, en tant que chef de projet, il est important d'identifier tous les participants clés
de l'atelier de StoryMap. Alors, les participants, ça va être les sponsors, ça peut être les utilisateurs finaux, ça va être l'équipe projet, l'équipe de développement, éventuellement l'équipe DevOps ou des experts techniques ou autres, voilà, à la demande en fonction du besoin. Il est très important que ces participants clés soient présents le jour J. Donc, du coup, il faut anticiper qu'ils soient bien disponibles le jour J. Donc, c'est important de le prévoir suffisamment à l'avance. Et ça va être aussi important de leur expliquer un petit peu en amont en quoi va consister l'atelier, quels vont être les objectifs. Voilà. En tant que chef de projet, si je réalise mon StoryMap en présentiel, je vais m'assurer d'avoir une salle disponible et agréable, propice à l'exercice. Et en termes de matériel, c'est assez simple. On peut utiliser un grand tableau, des post-it, ne pas oublier les stylos. Si on n'a pas de tableau, on peut utiliser les murs de la salle. Voilà, mais surtout, ne pas l'oublier. Si je suis à distance, je peux utiliser donc l'outil dont nous parlait Chloé, sur lequel nous sommes, donc Miro. Voilà, qui possède de nombreux templates. Donc là, on est sur un template de story mapping, mais voilà, on peut utiliser d'autres outils en ligne gratuits. L'avantage par rapport au post-it, c'est que on va gagner du temps ensuite sur la restitution et sur le listage des fonctionnalités dans un fichier. En tant que chef de projet, côté organisation, je vais bien choisir les horaires de cet atelier et le moment le plus opportun de la journée pour avoir un maximum d'efficacité. Il faut quand même prévoir entre 4 à 8 heures pour ce type d'atelier, selon en tout cas le volume du besoin, et bien prévoir des pauses dans la journée pour garder toujours l'attention des participants à son top niveau. Alors, en tant qu'animateur, je vais aussi préparer un icebreaker, parce qu'on va voir, il y a beaucoup de participants qui ne se connaissent pas encore forcément et qu'on pourra lancer en début de journée. L'icebreaker, il va permettre soit aux gens de se découvrir un peu mieux, soit de tisser déjà un petit peu des liens, ou d'en apprendre un peu plus tout simplement sur chacun des participants. Et en tant qu'animateur, je vais amener le petit déjeuner pour faire de cette journée un moment convivial. Alors voilà, effectivement, il y a déjà beaucoup de sujets quand même dans l'organisation. Mais on va s'arrêter là. On pourrait avoir d'autres sujets. Peut-être que si on a le temps par la suite, on fera d'autres tours de réflexion. Mais pour l'instant, c'est quand même important de s'assurer de pouvoir traiter tous les parcours. Donc, on va passer au parcours pendant le StoryMap, vraiment de dérouler en termes d'animation. Quels sont les points qu'on a identifiés, quels besoins utilisateurs pour cette étape-là? Alors, pour cette journée d'atelier, on va démarrer classiquement par un tour de table afin d'identifier chacun des participants. Et c'est à ce moment-là qu'on peut réaliser l'icebreaker qu'on aura préparé en amont. Avant de démarrer également, il est important de rappeler l'objectif du StoryMap, d'expliquer comment va se dérouler la journée. C'est important que chacun des participants sache ce qu'on va attendre de lui durant la journée. Un point important aussi, en tant qu'animateur, c'est de vérifier que tout le monde va se comprendre pendant la journée et va utiliser le même vocabulaire. Souvent, dans nos métiers, on a du jargon spécifique. Pourquoi pas faire un lexique dans un coin de la salle pour que chacun puisse s'y référer en cas de doute pendant la journée. Voilà, c'est important que tout le monde puisse se comprendre. Et avant de démarrer dans le cœur du sujet, on va rappeler la liste des personas. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on les a mis, nous, en bleu, nos personas, pour toujours les avoir en tête et être sûr que quand on va lister les fonctionnalités, on couvre bien les besoins de tous nos utilisateurs. Ensuite, première étape, on va aider les participants à identifier donc, les épiques, les parcours dans le temps, les grandes thématiques. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir sur notre tableau en bleu et en vert. Voilà, on a listé en tout cas tous les sujets sur lesquels on voulait travailler, le parcours. C'est mieux de le mettre dans un ordre chronologique. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va commencer à se répartir en petits groupes, si on est nombreux, pour identifier les sujets sur lesquels on va travailler.
Donc là va venir un moment de réflexion où chacun va lister les fonctionnalités qu'il aimerait voir dans chacune des grandes thématiques. Donc le temps peut être variable en fonction du nombre d'épiques et de l'ampleur en tout cas du besoin. L'animateur va aider aussi les participants à lister toutes les fonctionnalités souhaitées. Et après ce premier tour de réflexion, chacun va venir présenter le fruit de son travail en expliquant chacun des post-it, un peu comme je suis en train de le faire. Et donc, une fois que tous les post-it seront posés et expliqués, on va pouvoir identifier un petit peu les dépendances, les risques, les manques. Ah, est-ce que sur ce sujet-là, on ne rajouterait pas le résultat de la recherche ou voilà, là, on a oublié, on pourrait peut-être mettre un bloc avec des actualités. Voilà, c'est vraiment une réflexion, une discussion pour vérifier qu'on a bien tout listé. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que quand on va lister les fonctionnalités, au début, on va essayer de ne pas trop se restreindre sur les fonctionnalités qu'on imagine. On va avoir un autre travail après dans le temps où on pourra un peu affiner et mieux prioriser nos fonctionnalités. Mais l'idée là, c'est pas trop de se restreindre dans la réflexion. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va pouvoir prioriser les fonctionnalités. Alors, avant de prioriser, on peut aussi itérer et continuer de réfléchir. Ça, on peut le faire plusieurs fois. Et puis, ça dépend en fait de où est-ce qu'on en est arrivé. Si on pense qu'on est bon, voilà, on enchaîne sur la priorisation. Et sinon, on peut continuer de faire un tour de réflexion. Voilà, ça, c'est l'animateur qui le jauge au niveau du déroulement de l'atelier. Et du temps aussi qui nous reste. Effectivement, voilà, parce que c'est important. Donc, on arrive à cette phase importante qui est la priorisation des fonctionnalités dans le but d'obtenir un peu la photo cartographiée du MVP en fonction de la valeur que ça va apporter à l'utilisateur. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette priorisation, alors, quand on est nombreux, il y a plusieurs façons de prioriser le besoin. Ça peut être chacun vient mettre des petites gommettes sur les post-it pour dire les sujets qu'il pense prioritaires. Voilà. Et puis, c'est bien d'avoir un product owner qui va parler d'une seule voix ensuite pour réorganiser un peu toutes ces priorisations qui ont été faites. Et donc, en fin de journée, l'animateur dresse ensuite le bilan de la journée. Les décisions qui ont été prises, les risques, les dépendances, et il va s'assurer que tout le monde soit aligné sur tout ce qui s'est dit durant la journée. Le petit bonus de fin de journée, c'est que l'animateur puisse proposer un ROTI. Donc, le ROTI, c'est le retour sur le temps investi sur la journée aux participants. Donc, l'objectif de ça, il y en a deux. Ça va permettre d'avoir un retour des participants sur la façon dont on a travaillé ensemble. Et donc, on peut identifier des axes d'amélioration pour la suite de la collaboration. Et pour nous, Calliope aussi, ça nous aide à encore s'améliorer sur l'animation de ce type d'atelier. Bah, effectivement, c'est un très bon point. On est toujours là pour continuer à s'améliorer. C'est un des principaux leitmotifs d'ailleurs de tous ces ateliers, c'est améliorer l'équipe. Alors, il y a beaucoup de sujets, comme on l'avait un peu anticipé sur cette épique. Et il faudra certainement prioriser et voir ce qui est absolument essentiel à la réussite de l'atelier. Et pour l'instant, on va continuer encore d'avancer pour voir s'il y a des points d'attention qui méritent des actions qui ont été identifiées. Alors effectivement, pour le bon fonctionnement de l'atelier, il faut vraiment que l'animateur s'assure que ça fonctionne sur la base d'une intelligence collective. Et pour ça, il faut qu'il soit vigilant à faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, puisque chaque participant, comme on l'a dit tout à l'heure, est clé et chaque participant a des choses à amener. Donc, il faut vraiment que tout le monde puisse s'exprimer et charge aussi à l'animateur de questionner, de challenger les participants, voilà, de les aider et surtout aussi à certains moments de l'atelier à prendre de la hauteur sur ce dont on est en train de discuter. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'étapes dans cette journée, donc il faut être vigilant et bien timeboxer les différentes étapes pour essayer
d'atteindre notre objectif sur le story map. Alors, en tant que participant, il faut quand même être vigilant à limiter le détail et à ne pas surcomplexifier les fonctionnalités qui vont être listées. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on aura beaucoup d'autres occasions à la suite de cet atelier pour rentrer dans le détail. Et donc ça, on le fera dans un second temps. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que le story map n'est pas un moment où on va faire de la conception fonctionnelle ou technique. Et ça, on sait qu'on a des collègues qui sont bavards. Je dis des collègues pour pas dire moi. Vite partir dans des débats. C'est vrai que voilà, les débats peuvent s'ouvrir rapidement et on peut aller très loin dans les discussions. Donc, c'est important que l'animateur puisse aider le groupe à se recentrer sur l'objectif. Et donc, en tant qu'animateur, son rôle aussi, ça va être de s'assurer de l'adhésion de toutes les parties prenantes sur ce qui va être listé, partagé, décidé. Voilà, parce que c'est vraiment un moment d'alignement. Hein. Et donc, en tant que product owner, je vais avoir le rôle de prioriser. Et donc, attention à se dire, tout est prioritaire. Voilà, et on risque de ne pas y arriver ce jour-là. Et donc, le dernier point, je dirais que c'est au niveau des participants aussi, attention à ne pas imposer des fonctionnalités ou des solutions techniques sans forcément en connaître le besoin côté utilisateur. C'est vrai qu'on a souvent envie de dire « Ah, on pourrait faire de l'IA, on pourrait mettre un chatbot. Ce sont des fonctionnalités sympas. Mais voilà, vraiment regarder avant tout le besoin utilisateur et la valeur que ça va pouvoir leur apporter. Voilà, Chloé, pour les points d'attention. Ah, merci. Très bien. Et on va passer du coup peut-être à se projeter en fait sur après le story map. C'est quoi les next steps qu'on peut imaginer pour cet atelier? Effectivement, ça ne s'arrête pas là. Suite à l'atelier de story map, le chef de projet va pouvoir dresser un bilan, cette fois vraiment écrit, dans un document ou un fichier qu'on va pouvoir partager à toute l'équipe projet avec toutes les fonctionnalités qui auront été retenues pour le MVP ou pour la V1, la V2. Voilà, l'avantage, c'est que avec ce fichier, on va pouvoir s'y référer un petit peu tout au long du projet. Et avec ce fichier, le product owner va constituer son backlog et ça fera un bon support en tout cas. L'avantage aussi de le mettre dans un fichier, c'est qu'en face de chaque fonctionnalité, on va pouvoir les classifier, on va pouvoir leur donner une valeur business et ça va permettre d'apprécier la valeur et surtout de voir aussi par rapport aux KPI qui auront été définis, est-ce qu'on y répond bien ou pas. Voilà. Donc, ça va bien aider à avoir cette vue d'ensemble. Et comme je le disais, donc le product manager va pouvoir apprécier la valeur apportée par son produit en faisant cette classification. En tant que chef de projet, avec cette liste de fonctionnalités, je vais aussi pouvoir l'intégrer dans un outil de suivi. Nous, on utilise Jira chez Calliope. Voilà, donc c'est assez pratique pour enchaîner ensuite sur la suite du projet et les développements. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette liste-là de fonctionnalités, elle va continuer d'être ajustée tout au long du projet. Voilà, ce n'est pas gravé dans le marbre, ça va continuer de vivre. Grâce à cette liste de fonctionnalités, le chef de projet va également être en mesure de réaliser un extreme quotation pour évaluer la date d'atterrissage. Alors, extreme quotation, c'est un exercice qu'on fait souvent chez Calliope. Alors, extrême parce qu'il se fait en un temps record et il nous permet d'évaluer de façon macro l'estimation du backlog. Et donc, ça nous permet d'avoir une date d'atterrissage. Et ensuite, ça va permettre au chef de projet, au product owner, de construire un planning prévisionnel et de formaliser une roadmap. Et enfin, le fait d'avoir ce périmètre listé, ça va aider aussi le chef de projet à déterminer la façon dont on va s'organiser pour délivrer le projet. Ça va aussi aider à planifier des ateliers pour creuser certains sujets qu'on aura identifiés comme complexes et sur lesquels il faudra encore discuter. Voilà, donc effectivement, on peut prévoir dans les next steps nos ateliers s'ils ont déjà été identifiés. C'est vraiment bien comme façon de visualiser un besoin. On voit vraiment la cartographie, là. On a nos grands parcours, nos épiques, nos sujets qui sont bien organisés.
Là, forcément, on les a présentés dans l'ordre hein, pour plus de facilité, mais normalement, il y a une petite étape où on peut les réorganiser si jamais les post-it sont arrivés de manière un peu plus floue. Et on voit là à quel point entre les prérequis et les next steps, c'est un atelier qui est charnière vraiment entre la phase de discovery où on apprend sur notre produit et la phase de delivery où on commence déjà à avoir tous les jalons importants pour passer à la production. Donc là, on a fait tous les post-it, très bien. On imagine qu'on a passé un peu de temps à les structurer, qu'ils sont bien rangés, et on arrive du coup à l'exercice de priorisation. Comme tu nous l'as dit, on peut faire ça à plusieurs avec des votes ou le PO. Et là, Yael, tu vas en fait nous tracer la ligne du MVP, ce qu'on va estimer vraiment critique pour notre première version de produit. Et tout ce qui n'est pas dans le MVP, pas de panique, ben, ça sera dans des futures versions, ça sera notre backlog d'amélioration. Alors, effectivement, notre phase de priorisation aujourd'hui, elle va être assez courte parce qu'on est quand même allé bien à l'essentiel. Ce qu'on pourrait déprioriser, on va dire que si on oublie ou que d'amener le petit déjeuner, que la boulangerie est fermée, on pourra quand même réaliser l'atelier, même si on aura le ventre vide. Est-ce que tu peux juste scroller un petit peu pour qu'on puisse voir notre version nice to have dessous? Effectivement, pardon, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Voilà, en fait, donc on voit bien la ligne de MVP sur Miro, elle est droite, mais quand on la fait au tableau, on peut la tracer un peu comme on veut. Voilà, l'important, c'est de bien distinguer nos US. Pardon, je te laisse continuer. Merci. Et le rôti, si jamais on est un peu court au niveau du timing, on peut très bien le faire un petit peu plus tard ou ne pas le faire. Hein. Voilà, je dirais que ce sont les deux sujets qu'on peut déprioriser, sans lesquels on pourra quand même réaliser notre atelier sans ces 2 points. Voilà. Et bien sûr, ça dépendra aussi à chaque équipe, en fonction de ses ateliers, d'identifier ses points critiques ou pas. Alors Chloé, là, on a vu un petit peu tous les éléments qui permettaient de réussir son atelier de StoryMap. Mais est-ce que dans la vraie vie, ça se passe toujours comme ça? Alors, oui, dans la vraie vie, ça se passe. Moi, je trouve que ça se passe toujours bien en StoryMap. Mais des fois, la valeur est ailleurs, en fait. Ça arrive qu'on soit un peu déçu du résultat, que l'atelier était un peu compliqué et qu'on ne soit pas arrivé aux objectifs annoncés dans StoryMap. C'est-à-dire, à la fin, on n'a pas réussi à cartographier le besoin ou alors on n'a pas réussi à prioriser. Alors, si c'est juste qu'on a manqué de temps parce qu'on a été un peu mal organisé, bon, c'est pas grave. Par exemple, la priorisation, on peut la refaire un peu plus tard en comité réduit avec le product owner. Mais si on n'a vraiment pas atteint les objectifs, ça peut être un peu déceptif. Mais on va voir que, en fait, la valeur dans StoryMap, ce n'est pas juste de cartographier son besoin. Il y a beaucoup de bénéfices associés à cet exercice et du coup, je vais te laisser en parler. Oui. Effectivement, même si on n'arrive pas au bout de la cartographie, on n'arrive pas au bout de la priorisation, on est un peu déçu du rendu de l'atelier, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce jour-là, tous les participants au futur projet ont pu se rencontrer et qu'on a mis en place l'équipe qui va donner vie au produit. Les différents intervenants ont pu collaborer, on a renforcé la cohésion d'équipe. Ça a permis aussi de donner un aperçu de comment l'équipe va collaborer sur la suite. Et selon comment se passe cette journée, ça peut mettre en avant des points d'attention qu'il faudra avoir sur la suite pour la collaboration et sur lesquels être vigilant. Le StoryMap, il a permis aussi de lutter contre des idées préconçues, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce type d'exercice. Et en général, on sort assez boosté et motivé par ce genre d'atelier et ça donne vraiment aux équipes l'envie d'innover dans leur pratique. Voilà pour la suite. Également, le fait d'avoir pu anticiper les risques et lever les alertes, c'est assez précieux pour la sécurisation de la suite du projet. Et quelquefois, quand on n'arrive pas à aller au bout de l'exercice, il faut quand même voir le StoryMap comme une première étape nécessaire qui va ensuite continuer d'ouvrir la réflexion. Et c'est un peu une étape transitoire, mais qui va vraiment servir pour la suite. Voilà, donc maintenant, on va vous présenter et vous partager quelques retours d'expérience pour illustrer tout ce qu'on vient de se dire. Alors oui, on a pas mal de retours d'expérience à partager puisque en fait, on pratique l'exercice depuis pas mal d'années et ce qui est cool, c'est que en fait, l'exercice entre guillemets se passe
mieux en mieux au fil du temps parce que tout le monde gagne en expérience. Et on a là, sur ces dernières années, des clients qui arrivent vraiment avec des équipes faites pour ce genre d'organisation. On a des clients qui arrivent avec des digital factories, des équipes qui ont l'habitude de ce genre d'exercice. Et des animateurs super, des fois, côté client. Chez nous aussi, on a des animateurs aussi qui sont expérimentés. Et là, on gagne un peu sur tous les tableaux, en fait. Par exemple, moi, ce que je préfère quand on rencontre un nouveau client qu'on ne connaît pas, du coup, et qu'on va lancer un produit, donc on est vraiment au début de la phase sur le premier produit qu'on peut lancer, c'est de faire l'atelier en présentiel. Ça, c'est vraiment top. En plus, en général, quand on rencontre le client pour la première fois, on organise un déplacement sur plusieurs jours. On peut mettre un peu plusieurs ateliers, dont le story map. Déjà, on monte à plusieurs. On est en équipe complète côté Calliope. On monte à Paris ou dans d'autres villes. On découvre les locaux du client. J'adore m'immerger un petit peu comme ça dans le métier du client. Son organisation, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer. Surtout si on va travailler à distance pendant longtemps et de faire connaissance. Donc là, quand ça se passe bien, c'est là qu'on fait connaissance. Tous les différents acteurs vont avoir l'espace pour s'exprimer, pour s'écouter. On va vraiment créer un moment de collaboration et de convivialité. Par exemple, nous, on a des clients avec qui on travaille où il y a d'autres partenaires, en fait. Donc, il y a d'autres équipes aussi qui viennent d'ailleurs. On arrive chacun avec notre histoire, avec notre culture, nos méthodes. Et on va mettre tout ça ensemble pour organiser la collaboration. Et quand cette collaboration marche bien et fonctionne bien, qu'on se sent en confiance, en fait, on a hâte de commencer le projet et on est content aussi de renouveler l'expérience. Quand l'équipe elle est en confiance, elle va pas être un peu crispée sur les résultats de l'atelier. Mon Dieu, est-ce qu'on a vraiment tout? Est-ce qu'on n'a rien oublié, etc. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir renouveler l'atelier. Là, je pense à un client où, en fait, on avait un MVP qui était assez réduit parce qu'il y avait vraiment un enjeu de sortir une offre avec vraiment des enjeux de time to market. Et du coup, très rapidement, on a compris qu'on allait refaire plusieurs story maps au cours du projet et que dans le MVP, il ne s'agissait pas de tout imaginer, mais vraiment d'avoir l'essentiel. Et on a replanifié comme ça des story maps par la suite. Et ce qui était vraiment cool en plus, c'est que nous, on aime bien, on peut comme ça alterner l'organisation, on aime bien aller les voir et puis on aime bien aussi organiser les story maps chez nous parce que on est dans le sud, on est à Montpellier, il y a du soleil, tout le monde est content de venir nous voir, après on va à la plage et on se faisait des petits challenges comme ça pour se proposer les restaurants les plus atypiques qu'on pouvait trouver. Voilà, on est content de faire découvrir notre ville. Donc c'est là que la collaboration commence et que les liens se tissent vraiment pour tenir sur la durée. Parce qu'un projet, même quand ça se passe bien, et c'était un peu une inquiétude qu'on avait, on se disait, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le monde des bisounours? Comment va se passer les premiers moments de tension? Et effectivement, première petite crise, est-ce que ça ne va pas tout exploser? Non, en fait, nos liens, ils étaient assez solides et les premiers coups de pression sont bien passés. Et ça fait des années, on travaille ensemble. Et maintenant, on a même des ateliers encore plus ambitieux. On continue les story maps, évidemment. Mais voilà. Ça, en termes de liens, c'est quand même un vrai booster. Pour ce qui est de l'alignement de vision, là, par exemple, on allait chez un client et la matinée, elle était réservée en fait à nous présenter toute la vision, la stratégie. On avait vraiment le product manager qui nous a présenté la vision. La stratégie était portée par les sponsors. On nous a présenté tous les OKR, les objectifs, etc. Et on s'est senti mais vraiment impliqué en fait, intégré dans les objectifs de ce produit. Et après, quand on a commencé l'atelier, en fait, vraiment de story map, on était vraiment tous alignés pour construire le même produit. Et comme il y avait les bons rôles qui étaient présents, on pouvait vraiment apporter notre vision collective de vérifier comme ça que les enjeux tech, les enjeux UX, les enjeux business concordaient bien tous dans la même direction. Et vraiment, ça a généré quand même l'envie d'innover
ensemble. Le backlog produit, ben, à la fin, forcément, il était assez efficace en fait. Quand l'atelier marche, on a quelque chose qui est de qualité. En fait, on avait un backlog, encore une fois, on avait les bons acteurs. Donc finalement, on avait un backlog qui était clair, qui était un peu qui était déjà quand même dérisqué, avec une bonne granularité. On a réussi à le cartographier. Enfin, je veux dire, à le structurer comme ça, de manière cohérente. On a identifié toutes les dépendances, etc. Il était bien priorisé. Et là, mais alors vraiment, facteur clé de succès, on avait un super product owner qui vraiment prenait les bons arbitrages au bon moment. Et ça c'est très efficace dans une équipe. Du coup, comme je disais, dans ce projet, on avait un MVP qui était comment dire, assez modeste en fait, parce qu'on savait déjà qu'on allait avoir d'autres versions. Et en termes de granularité, ben, on était allé à fond sur notre MVP, on avait vraiment tout. Et par contre, ben, les nice to have, etc., on les laissait volontairement un peu flous pour les voir plus tard en fait. Le backlog, ben, il était prêt à être intégré dans un outil comme Jira. Moi, j'aime bien, en fait, dans le train du retour, faire mon petit fichier Excel, justement, à partir des post-it. Comme ça, je reprends tout et tout ça. Et puis après, il n'y a qu'un export à faire dans Jira. Et en fait, on est prêt à commencer. Et quand l'équipe est en confiance, en fait, et sait qu'elle peut reproduire l'exercice, eh ben, il y a aussi toute cette réactivité, en fait, qu'on gagne dans une organisation produit, parce qu'on va pouvoir s'adapter au feedback utilisateur, au time to market. Et notre roadmap, en fait, voilà, on n'a pas fait un story map avec 500 US qui vont devenir obsolètes dans 3 mois. On a vu juste l'essentiel et on va renouveler l'exercice, en fait. Donc ça, c'est quand ça se passe bien, et c'est ce vers quoi on tend le plus souvent, en fait. De plus en plus souvent, on arrive à cette configuration. Mais des fois, il peut y avoir quelques tensions, on va se l'avouer, hein, en début. Et puis tant mieux, parce que j'ai envie de dire, plus rapidement apparaissent ces tensions, plus rapidement on apporte les solutions. Donc Yael, toi, tu vas nous parler d'un autre cas de figure. Alors, effectivement, celui-ci se passe un petit peu moins bien. Dans ce cas de figure, on a plutôt une organisation silotée. Les équipes ne sont pas bien organisées en mode produit et leurs besoins peuvent être pas encore bien définis. Donc, à ce moment-là, l'atelier il peut être un peu plus compliqué puisque chacun des participants a des besoins, a des priorités différentes. Et au début, ça peut amener à générer des tensions. Pour peu qu'en plus, ils ne soient pas habitués à ce type d'exercice, tout le monde doit prendre ses marques. Voilà, donc ça met du temps à partir un petit peu au niveau de l'atelier. Mais au final, bilan de la journée, hein, tout le monde apprend beaucoup les uns des autres. Et puis, ils vont vite comprendre l'intérêt de la collaboration. Ce qu'on retient par rapport à la collaboration sur cette journée, c'est que chacun va pouvoir s'exprimer. Et c'est déjà un des points les plus importants. Et la cohésion vient ensuite après. Elle met un peu plus de temps à se mettre en place, mais voilà, on va quand même arriver à tisser des liens. Et puis, de toute façon, l'intérêt aussi, c'est que tout le monde se rencontre. Donc, on ressort quand même gagnant en termes de collaboration. Au niveau de l'alignement, comme je le disais, chacun a ses besoins, chacun a ses enjeux stratégiques, parce qu'ils font pas tous partie de la même équipe. Chacun a sa priorité. Mais justement, l'atelier, il va permettre d'embarquer tout le monde vers un objectif commun. Et ça va être là, surtout, le rôle crucial de l'animateur. On l'a vu tout à l'heure, il ne faut pas le négliger. Et grâce à son rôle de fédérateur, les tensions vont s'apaiser un petit peu tout au long de la journée. L'équipe, elle va voir son produit prendre forme. C'est encourageant, ça reste stimulant. Mais là où on va pas réussir forcément l'exercice, c'est dans la priorisation. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de faire un story map avec une équipe comme ça qui était assez silotée. Et on devait refondre une application qui était vieille de 10 ans. Et en fait, on ressentait vraiment de l'affect et de voilà que par rapport aux fonctionnalités, chacun était vraiment attaché à ses fonctionnalités et voulait vraiment les conserver dans la nouvelle version, mais sans pour autant savoir si c'était un besoin utilisateur ou pas. Voilà, donc ce jour-là, on n'a pas pu prioriser et on a dû s'y reprendre à 1 ou 2 fois. En fait, on a planté la première graine le jour de l'atelier de Story Map.
Et puis ensuite, on a laissé digérer, réfléchir, et puis on s'est reparlé peut-être 1 ou 2 fois pour arriver à une priorisation un peu plus réaliste, en tout cas. Alors forcément, ça a pu générer des frustrations, mais après, on est parti dans le projet et puis tout le monde a été embarqué et puis voilà, ça s'est un peu estampé. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc là, voilà, ce jour-là, c'était une étape nécessaire, en tout cas, le story map, mais on n'était pas arrivé forcément au bout de l'exercice. Et donc, je vais donner la parole à Chloé pour le dernier retour d'expérience. Oui, un retour d'expérience important aussi parce que, évidemment, moi, tout à l'heure, je parlais aussi des équipes organisées en Digital Factory et tout, mais évidemment, c'est loin d'être le cas de la plupart de nos clients. En fait, forcément, nous, on a des clients qui ont encore une organisation très traditionnelle, plutôt hiérarchisée, qui arrivent en mode projet, donc avec un périmètre, un budget, un planning fixe. Et c'est normal. En fait, on a travaillé comme ça pendant des années. Moi, ça fait 15 ans que je suis à Calliope. On ne faisait pas des story maps il y a 15 ans. Donc, forcément, moi aussi, j'ai travaillé en mode projet. Et on va voir comment cet atelier, justement, il vient articuler des équipes qui arrivent avec des besoins en mode projet. Et aujourd'hui, des équipes tech, UX, de développement qui, elles, fonctionnent en mode agile. Donc, des fois, quand on arrive et qu'on propose l'atelier et qu'on le fait, des fois, voilà, déjà, on en est arrivé, il est planifié, on le fait. Des fois, les participants ne savent pas trop pourquoi ils sont là. C'est un peu le choc des cultures, en fait. Eux, ils ont passé des mois à rédiger un cahier des charges qui est bien ficelé. Ils connaissent par cœur leurs produits. Et ils nous voient arriver avec des post-it et des feutres et ils se disent, mais ils sont sérieux là? Eux, ils vont nous dire quelle fonctionnalité on met dans notre site. Mais non, en fait, il y a quand même une réticence, il y a un peu de défiance. Et c'est normal, on est au début d'une collaboration. On ne va pas forcément se faire confiance tout de suite, surtout quand on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Donc, ce qui va être important, c'est de prendre ce temps nécessaire lors de l'atelier pour encore une fois, c'est normal, assez basique, pour se rencontrer, pour identifier chaque acteur de l'équipe, parce qu'on va quand même travailler ensemble pendant de longs mois. Donc, qu'on ne se comprenne pas au début, c'est normal. On va prendre le temps de faire connaissance. Et voilà, on va laisser encore une fois la parole à chacun. Chacun va exprimer son point de vue, sa façon aussi de voir le projet. Chacun va raconter son histoire du produit. Et on ne va peut-être pas faire travailler l'intelligence collective à plein parce qu'il y a un cahier des charges, il est déjà défini et on ne va pas tout remettre en cause, en fait. C'est bien, en fait, le besoin, il est là, quoi. Donc, on va surtout utiliser ce moment de collaboration pour construire l'équipe. En termes d'alignement de vision, ça peut être un peu problématique, en fait, parce que souvent, dans une organisation assez hiérarchisée, c'est vrai que la vision, elle est portée, elle n'est pas forcément partagée, en fait, et la stratégie non plus, voire même, il y a des stratégies divergentes. Nous, là, il y a pas longtemps, on nous a appelé avec un client avec qui on travaille depuis plusieurs années. Franchement, le premier story map qu'on a fait avec eux, ils nous regardaient de travers. Ils savaient qu'est-ce qu'ils font. Et puis finalement, on a fait l'exercice, ils ont vu les résultats et on a gagné comme ça, l'équipe a gagné confiance en fait. Et puis maintenant, on travaille ensemble depuis longtemps. On a fait d'autres story maps de manière complètement naturelle. Et là, ils ont un nouveau produit et on doit travailler ensemble avec une autre équipe chez eux qui n'ont pas du tout la même roadmap, pas du tout les mêmes enjeux. Et pour le coup, c'est eux qui nous ont appelés pour qu'on organise un story map tous ensemble et qu'on puisse recréer quand même une vision commune. Il ne faut pas se leurrer, en fait, on ne va pas aligner, nous, dans nos story map, des enjeux stratégiques d'équipe ou de services différents. Mais par contre, au sein de notre équipe, on va se créer une petite bulle, en fait, où on va recréer notre vision qui va être, en fait, faire le meilleur produit de manière un peu opérationnelle. OK, on n'a pas tous les enjeux, on ne connaît pas forcément tous les besoins utilisateurs, mais nous, notre vision, ça va être créer le meilleur produit. Et c'est là qu'on va déjà prendre connaissance, en fait, du produit, parce qu'on avait un cahier des charges, mais on a une équipe technique, donc on va commencer à questionner aussi les enjeux du projet, etc. Et on va comme ça s'aligner un petit peu sur de la partie un peu plus opérationnelle et un peu UX, parce qu'il va bien falloir qu'on le fasse, ce produit, donc il faut quand même qu'on comprenne
ce qu'on fait. En termes de backlog, en général, c'est assez efficace en fait, parce que quand il y a un cahier des charges qui a été bien fait, finalement, on a déjà des specs. Ce qu'on va quand même faire, c'est profiter de cet atelier pour apporter un nouvel éclairage. Il y a souvent un angle mort dans les cahiers des charges, dans les specs, c'est qu'on ne fait pas référence aux besoins utilisateurs. Il y a peut-être des fonctionnalités qui sont décrites, comme tu as dit, à elle, en fait, qui ne correspondent pas vraiment à un besoin. Donc, on va faire l'exercice quand même de reprendre chaque fonctionnalité et de la rédiger vraiment, voilà, plutôt qu'écrit, il y a un formulaire d'inscription de newsletter dans le footer. On va dire, voilà, en tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire à une newsletter afin de me tenir au courant de l'actualité du centre. Voilà. Donc, on va quand même reformuler en besoin utilisateur, ce qui va nous aider après quand on va cartographier et prioriser. Parce que le grand risque d'un cahier des charges, et c'est aussi, là on en revient à notre chiffre, en fait, des 70% d'échecs, le grand risque du cahier des charges, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre au début d'un projet, mais qui est une vraie réalité. C'est que si on commence à développer les fonctionnalités de la page 1 et qu'arrive à un moment, à la page 130, on n'a plus de budget ou plus de temps, eh bien, on n'a pas de produit. Parce que peut-être que la fonctionnalité de la page 1, elle ne fonctionnera vraiment que quand il y aura celle de la page 150 parce qu'elles sont connectées. Et c'est ça le risque, en fait, des modes plus traditionnels de cycle en V, c'est qu'on n'ait pas de produit à la fin. Donc, c'est vrai qu'à ce stade de l'exercice, des fois, la notion de MVP, elle est un peu plus compliquée à faire accepter parce que, mais comment ça, on ne va pas tout avoir, mais tout n'est pas métier, tout est prioritaire. Ma fonctionnalité de newsletter, elle est prioritaire. Mais en vrai, ça, pour le coup, quand on fait un projet pendant plusieurs mois, qu'il y a eu plein de rebondissements, des API qui n'étaient pas prêtes, des sujets qui n'étaient pas mûrs, etc. Au bout de plusieurs mois, on est tous fiers d'avoir sorti un produit parce qu'on l'a bien cadré en story map, on a bien priorisé et on sait que les fonctionnalités qu'on a sorties, elles sont essentielles et l'inscription à la newsletter, peut-être, ça devient assez secondaire et on a un peu oublié qu'à un moment, on était attaché à ça, quoi. Donc là, c'est un atelier qui va être vraiment intéressant pour sécuriser son produit, en fait, et puis pour faire le lien comme ça entre des méthodes de travail qui sont assez différentes. Il y a un cas, j'ose à peine le dire, mais en vrai, c'est très important. Il y a le cas assez radical où pendant l'atelier, il y a un cahier des charges qui a été réalisé, et pendant l'atelier, on se rend compte, et là, tout le monde s'en rend compte au même moment, et personne n'ose le dire. Et moi, comme je mets les pieds dans le plat, en général, c'est moi qui le dis, on se rend compte que le produit n'a plus d'utilité. Et ça arrive, malheureusement, ça arrive parce que tout d'un coup, il y avait peut-être un sponsor qui n'avait pas eu le temps de lire le cahier des charges et qui dit, mais attends, moi j'étais dans une réunion de direction et en fait, le produit qu'on est en train de faire, il y a une autre équipe qui l'a déjà fait. Ça, malheureusement, nous, ça nous est arrivé. Il y a un autre cas aussi où il y a un cahier des charges qui a été réalisé avec une hypothèse de départ technique, puis tout d'un coup, par exemple, par le service com, et puis tout d'un coup, il y a un responsable SI qui est en train de voir le projet se cartographier comme ça et qui dit, mais en fait, là, c'est bien joli, mais tout ce que vous avez pensé, ça dépend d'une API, mais cette API, elle ne sortira pas avant 3 ans. Là, l'hypothèse de départ, elle fait tomber le projet. Alors, c'est vrai que ça jette un peu en froid, mais en vrai, c'est normal. Et c'est un mal pour un bien. Parce que c'est le rôle même de ce genre d'atelier, et c'est sain de faire tomber les hypothèses qui ne marchent pas avant de les développer. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est d'avoir passé du temps à rédiger un cahier des charges sans avoir eu la possibilité de vérifier les hypothèses, ou alors d'avoir passé trop de temps et d'avoir dépassé le bon timing, en fait, d'arriver trop tard ou trop tôt. Et ce qui est encore plus problématique, c'est d'engager tous les développements, de passer de longs mois de développement et les coûts qui vont avec pour un produit qui ne va pas sortir. Donc, en fait, ce genre d'atelier, justement, et c'est pour ça que nous, on veut vraiment accompagner nos clients pour réaliser le plus souvent possible ces ateliers, ils servent à justement faire le tri un peu de manière assez rapide, assez condensée, parce que l'atelier, c'est une journée.
Si on se débrouille bien, on peut faire des petites phases de discovery avant, etc. Donc, sur un temps très réduit, on peut venir valider ou invalider une hypothèse. Et du coup, il faut complètement dédramatiser l'échec parce que l'échec, c'est un apprentissage. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, de se priver de ce genre d'atelier. Moi, je ne vois aucune raison, en fait, de ne pas en faire, que ce soit à l'initialisation d'un projet, que ce soit pour venir innover sur des fonctionnalités, pour tester des idées. On a toujours, en fait, des résultats, des fois qui ne sont pas ceux qu'on attend, des fois qui sont un peu, voilà, mais c'est le but même. Moi, je trouve que là, je sais pas, Yael, on a donné plein de clés, plein d'astuces, on a donné nos retours d'expérience. Donc, j'encourage tout le monde à tester le format, à le tester sur des petites fonctionnalités, peut-être avec des petites équipes pour commencer. Il y a le Miro, il y a tous les outils. Et puis, si jamais il y a besoin d'un atelier plus ambitieux pour relancer un projet, nous, c'est un atelier qu'on a clé en main. On a tous les profils, tous les experts. On vient compléter vos équipes comme ça, si vous avez besoin d'un animateur, d'un lead tech, d'un designer. Voilà, c'est très simple à organiser en fait comme atelier si on respecte les prérequis qu'on a identifiés, quoi. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, je vais te laisser conclure peut-être. J'allais te remercier pour ce riche retour d'expérience. Et effectivement, ça va être le moment de conclure. Donc, si on devait retenir une chose, c'est que lors d'un cadrage d'un produit, le Story Map, c'est vraiment un atelier expérientiel fondateur avec pour objectif de partager, de cartographier, de prioriser notre besoin. Mais c'est surtout un atelier qui va construire les bases de la collaboration et qui vont rassembler les équipes. Quel que soit le résultat, ce qui compte avant tout, ça va être vraiment d'en tirer les enseignements. Et je vais laisser le mot de la fin à Chloé. Oui, voilà. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille à Calliope. Et comme on arrive à la fin de ce webinaire, Yael et moi, on était très contentes de l'animer. Et on vous remercie pour votre attention. On reste disponible. Vous pouvez nous contacter via LinkedIn, comme vous voulez. Et on répondra à toutes vos questions par la suite. Et surtout, maintenant, on se retrouve sur le chat pour répondre à vos questions. Voilà, avec plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir.